Salut à toutes et à toutes et bienvenue comme chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi matin dans GM Web3. Je commence évidemment par remercier le partenaire de cette émission, l'école Alira. Alors l'école Alira, c'est la première école blockchain en France depuis 2019. Elle propose des formations de consultants blockchain, développeurs, finances décentralisées, tokenomics, intelligence artificielle. Et aujourd'hui, elle vous offre 100 € de remise donc sur l'ensemble de ces formations grâce au code GRM100. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre rendez-vous directement grâce au lien que je vous ai épinglé en commentaire et que vous pourrez également trouver en descriptif du podcast. Donc vous pouvez vous renseigner sur les différentes formations et sur les moyens de financement, puisqu'en général, cette formation qui dure en général 3 mois, eh bien ne vous coûte rien ou pas grand-chose grâce aux différentes aides au financement de la formation professionnelle. Alors aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude par une revue de presse crypto pour revenir un petit peu sur les actualités fortes du moment. Et puis ensuite, on aura un long entretien avec Gauthier Zupinger. Alors, j'espère que je n'écorche pas ton nom, Gauthier. D'ailleurs, je vois que tu es déjà dans l'audience, donc si tu le souhaites, n'hésite pas à demander la parole pour me rejoindre au micro. Donc, tu es spécialiste en NFT, hein, et surtout, tu es fondateur de plusieurs plateformes telles que Non-Fungible, NFT18, ou encore tu es aujourd'hui CSO chez NFT Studios, on y reviendra. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de retweeter le lien du space, même un quote tweet, c'est encore mieux, hein, voilà. Mettre un like, posez vos questions dans les commentaires, faites-nous un petit coucou, voilà, tout ça, on est preneur, c'est très important pour nous. Et si vous écoutez l'émission en replay, vous pouvez soit l'écouter en podcast, vous pouvez l'écouter sur notre chaîne YouTube, vous pouvez l'écouter également sur l'application Cyborg, et où que vous l'écoutiez, n'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast, de mettre un like, de mettre un commentaire. Pour nous, c'est extrêmement important pour le référencement. Vous pouvez également activer la cloche, notamment sur YouTube, qui vous permet, dès que je publie les émissions, bien de recevoir immédiatement une notification. Bien, on va maintenant passer à l'actu crypto. Alors, il y a pas mal de news. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en soumettre quelques-unes et on va faire un jeu. Vous allez tout simplement pouvoir dire si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser les petits emojis en cliquant sur le petit cœur en bas. Voilà, là par exemple, Defected a utilisé un cœur. Utilisez un emoji avec, je sais pas, le pouce levé, le pouce baissé. Le pouce levé si ça vous intéresse, le pouce baissé si ça vous intéresse pas. Et dans ce cas-là, on passe à la suite. Alors, on va commencer d'abord par, vous savez, les gestionnaires d'actifs ont récemment lancé des ETF Ethereum après l'approbation de la SEC. Eh bien, il semblerait que l'ETF Ethereum, alors on en a déjà parlé dans l'émission la semaine dernière, ça marche pas très bien. Et donc, pour le coup, on a Vanek, un des plus gros gestionnaires d'actifs américains, qui décide de fermer un ETF Ethereum. Et on en a un autre qui s'appelle Wisdom Tree, qui lui a retiré sa demande d'enregistrement. Il devait lancer un ETF, finalement il décide de ne pas y aller. On s'en fout pas. Donc j'attends vos petits emojis pour savoir si vous souhaitez qu'on parle de ça. Bien, donc là concrètement, l'idée quand même c'est de se dire que les volumes sur les ETF ont été moins élevés que ce à quoi on s'attendait. On a une faible demande, on a eu un cours sur le TH qui n'a pas été à la hauteur et donc effectivement ça souligne un désintérêt relatif pour l'ETF Ethereum, notamment par rapport à l'ETF Bitcoin qui lui effectivement avait contenté les différents investisseurs. Alors, on en parle souvent dans l'émission. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Pourquoi, à votre avis, ça marche pas ou pas suffisamment? Est-ce que c'est, on va dire, structurel? En gros, on comprend pas ETH, ou ça nous intéresse pas, ou on croit pas dans le potentiel, ou les clients de ces gestionnaires d'actifs
voilà, n'aiment pas l'actif, ou est-ce que c'est juste conjoncturel, c'est-à-dire que les gestionnaires attendent un petit peu avant de se lancer, notamment en attendant des décisions au niveau de la Fed sur les taux directeurs, ou à les élections américaines. Voilà, peut-être qu'il y a un attentisme, de la part des investisseurs, qui fait que voilà, ça prend un petit peu de temps avant de se lancer. Bon, de toute façon, on suivra ça évidemment. On va maintenant parler de Kraken, qui passe à l'offensive contre les régulateurs. Donc vous savez, Kraken avait été plusieurs fois attaqué par la SEC, qui lui reprochait, ou qu'il soupçonnait en tout cas, de permettre le trading de securities sur sa plateforme. Donc pareil, même question, on s'en fout ou on s'en fout pas? Ok. Donc l'idée de ça, c'est de se dire que les différents acteurs de l'industrie crypto aux États-Unis en ont clairement, de plus en plus assez de la politique, la politique menée par Gary Gensler à la tête de la SEC. Ça fait des années que les acteurs de l'industrie ont l'impression que la SEC a lancé une guerre contre le secteur, et on a vu Coinbase, qui avait menacé de délocaliser l'entreprise. On a Ripple qui s'est battu, on a Consensus qui s'est battu, et puis on a Kraken aussi là, effectivement, qui aussi n'a pas l'intention de se laisser faire face justement aux régulateurs. Et en fait, en général, c'est la SEC qui intente une action en justice contre un acteur de l'économie crypto, et ça dure 2, 3, 4 ans avant qu'à la fin, de manière générale, le litige se termine par quelques centaines ou de milliers, pardon, ou quelques millions de dollars d'amende, et à la fin, la SEC qui reconnaît que peut-être elle a été un peu loin. Kraken a décidé, voilà, de pas se laisser faire, et en l'occurrence, Jess Powell, donc le CEO de Kraken, a décidé de contre-attaquer et de lancer effectivement une action judiciaire contre la SEC pour lutter contre voilà cette haine anti-crypto qui persisterait à la SEC. Donc voilà, l'idée, ce que reproche Kraken, c'est voilà, en dépit des efforts pour se conformer à l'approche qui est non écrite et changeante, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Même en France, à un moment donné, on avait le même problème, c'est-à-dire qu'on a une réglementation qui était instable, et parfois qui était pas très claire. Donc forcément, il y avait de l'interprétation, il y avait de l'adaptation, et donc c'était pas très facile. Et en dépit de ça, effectivement, chaque acteur essaye, voilà, de se conformer à la réglementation, mais la SEC avait à l'époque refusé d'identifier justement les transactions d'actifs numériques sur Kraken parce que ils pensaient être des titres financiers, des contrats d'investissement, ce que Kraken réfute totalement. Donc voilà, selon effectivement Kraken, la SEC n'a pas autorité, puisqu'ils ne permettent le trading que de tokens utilitaires, et pas de securities, donc des commodities, des marchandises. Donc voilà, donc bataille juridique à venir, on verra évidemment où ça nous mènera. Mais jusqu'à présent, voilà, la SEC perd un peu tous ses combats, mais elle lâche pas, franchement, elle lâche pas du tout. Tiens, toujours avec la SEC qui inflige une amende de 15 millions de dollars à eToro. Et en fait, ça, vous avez dû voir passer ça sur les réseaux. eToro qui décide de supprimer le trading de plein de cryptos. Genre, ils vont se contenter juste de permettre le trading de grosses cryptos, genre Bitcoin, Ethereum et quelques autres, mais c'est tout. Genre, ils arrêtent le trading d'autres cryptos. Ouais, donc 1,5 million de dollars d'amende. Pourquoi ici il y a écrit 15 millions? Non, non, 1,5 million de dollars d'amende, pardon. Et effectivement, eToro se conforme effectivement à cela, et en faisant cela, effectivement, ils ont accepté. C'est ça le plus important, parce qu'1,5 million de dollars pour eToro, ça va, ils vont s'en sortir. C'est surtout que la plateforme a accepté de cesser de ses activités crypto pour une partie des cryptos justement. Donc en fait, elle va mettre à disposition qu'un ensemble très limité de cryptos. En gros, BTC, Bitcoin Cash et ETH.
Donc, tu vois, là, SEC, ils ont gagné pour le coup. Ils voulaient faire plier eToro. Là, tu vois, ils m'ont contredit là pour le coup. Là, ils ont vraiment fait le taf par rapport à ça. Euh, je sais pas les gars si vous avez entendu parler de ça. Moi, j'ai suivi sans suivre, mais j'ai vu que Coinbase lance son propre wrapped Bitcoin sur ETH. Et en vrai, c'est pas tant cette information moi qui m'a intéressé. C'est surtout la réaction du mec de Tron, Justin, il s'appelle Justin quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. Je pense que vous voyez de qui je parle. Euh, et en fait, en gros, ouais, il y a eu une petite polémique là-dessus. Puisqu'en fait, en gros, voilà, Coinbase a décidé de lancer son propre wrapped Bitcoin. Donc un wrapped Bitcoin, je vous rappelle, c'est quoi? C'est un token, c'est une crypto qui est enveloppée. Vous savez que Bitcoin normalement ne peut pas aller sur Ethereum par définition, hein, mais il est possible de le faire en l'enveloppant, c'est-à-dire en gros, hein, tu prends un Bitcoin, tu le déposes sur un smart contract, et puis ensuite on va créer un espèce d'actif miroir sur une autre blockchain, là en l'occurrence ETH, et on va appeler ça un wrapped Bitcoin, un Bitcoin enveloppé qu'on va pouvoir utiliser et faire transiter sur une autre blockchain. Donc là en l'occurrence Ethereum. Bref, donc il en existe plein évidemment, hein, des wrapped, mais là Coinbase lance le sien. Mais en fait voilà, je sais pas si vous avez suivi le débat, mais en gros Justin Sun, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. En gros, il a pas kiffé. Il a dit que ça, voilà, c'était pas ouf. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez suivi ce truc-là. Mais en gros, il pense que c'est pas bon parce que bah, en fait, dans mes souvenirs, Coinbase est très proche du régulateur. Bitcoin permet d'être voilà permissionless, de faire un peu voilà faire entre guillemets un peu ce qu'on veut, tu vois. Mais si vous utilisez le Bitcoin enveloppé de Coinbase, bah en fait c'est comme si vous utilisiez une monnaie de banque centrale, quoi. Grosso modo, un peu ça le truc. Donc bon, après c'est vrai que c'est un parti pris, mais je me rappelle que ça avait fait pas mal parler. Ensuite on a ouais, on a Sony et Circle qui lancent une annonce, qui lancent une alliance stratégique autour de l'USDC. Euh, hum, Donc, Circle déploie son USDC sur Soneum. Euh, donc, pour le coup, Soneum, je vous rappelle, hein, c'est Sony hein, derrière. Donc, c'est une blockchain, un layer 2 Ethereum. Et en fait, Circle déploie son USDC sur Soneum. Donc, voilà. Donc l'idée c'est voilà de permettre de trader de l'USDC beaucoup moins cher, beaucoup plus rapidement évidemment que sur l'Ether. Donc voilà, donc ça, je sais pas là aussi si vous suivez un peu ce qui se passe avec Sony qui de multiples initiatives autour de la blockchain, mais l'idée pour eux évidemment, hein, pour Sony, c'est de pouvoir utiliser la blockchain pour tout le développement de tous ces écosystèmes et notamment gaming, etc., quoi. Donc voilà, donc on verra là où ça va mener, mais on sait l'importance d'avoir des stablecoins sur les écosystèmes pour qu'ils se développent. Circle se positionne là-dessus, évidemment avec son USDC. Gauthier, je te rappelle, hein, si tu veux monter, n'hésite pas à demander la parole. Comme ça, on va pouvoir commencer bientôt l'entretien du jour. Je vois que tu es avec nous. Est-ce qu'on a d'autres news? Ouais, on a Sizi qui va sortir de prison fin septembre. Salut Gauthier, comment vas-tu? Ça Ben va tout le écoute, monde? avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Alors pareil, on faisait un petit peu les news. Hein, je sais pas si on a une sur laquelle tu veux revenir. Là, j'allais parler de Sizi qui devrait bientôt sortir de Euh, prison. ouais, ça c'est chouette. Enfin, oui. Ouais, non, celle de Sony, moi je t'avoue que ça m'intrigue pas mal, hein, parce que c'est vraiment l'acteur que j'avoue j'avais pas vu venir. Sony avec son Soneum. J'ai eu plein de petits échos un peu à gauche à droite, des amis, des artistes ou autres,
qui m'en ont parlé. Donc je pense que c'est un truc à regarder d'assez près, tout ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont le bras assez long, ils ont appris des erreurs des autres, donc ouais, intéressant pour moi ce truc-là. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, dès que tu as un gros comme ça de l'industrie qui se lance, il faut voir parce que c'est pas un gage de réussite, loin de là. Il faut vraiment faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a énormément de très 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 grosses boîtes qui se sont lancées dans la blockchain et qui se sont explosées, tu vois. Mais je te rejoins là-dessus. Ils ont quand même pas mal d'expérience dans le secteur. C'est pas la première fois. Et en fait, tu vois qu'ils ont adopté quand même pas mal les codes. Tu vois, tu vas sur Ouais. leur site internet, il y a un gros GM qui arrive en plein milieu. Et en fait, GM pour eux, c'est go mainstream. Et en fait, l'idée, je la trouve géniale. Donc, tu vois, les gars, ils arrivent à prendre un peu la culture crypto Web3 et à en faire une force dans leur marketing. Et c'est important, hein, évidemment, le marketing. Alors, évidemment, ils ont choisi Ethereum pour se mettre en layer 2. Là aussi, c'est un bon choix, Bien évidemment. sûr. Voilà. Alors après, ce qui va être intéressant, ça va être de voir qu'est-ce qui va se passer. Je vois qu'ils ont lancé un programme d'incubation. Concrètement, ils vont attirer des projets, des développeurs sur leur blockchain. Ils vont les accompagner, les accélérer, peut-être même les financer à travers un programme de grant, quelque chose qui se fait assez régulièrement. Mais on voit, quand on va sur leur site internet notamment, qu'ils ont vraiment voilà, pris les codes Ouais. du Web3. Ouais, carrément. Et derrière, en fait, il faut savoir que tu as donc Sony, évidemment, qui est la tête d'affiche, mais ceux qui gèrent les opérations, c'est une boîte qui s'appelle Startail. Je sais plus où ils sont basés, mais ils sont en Corée, je crois, Corée du Sud. Et en fait, Startail, alors évidemment totalement inconnu du grand public, non, ils sont à Singapour, excuse-moi. Ils avaient levé 3,5 millions en février, ils ont rajouté encore 7 millions de levées en août 2024. Donc globalement, ils ont réussi à s'aligner à peu près 10-12 millions là au cours des derniers mois. Et les investisseurs, c'est pas n'importe qui. T'as Samsung, t'as des énormes paquebots du VC ou de la tech asiatique. Donc globalement, on faut se dire que t'as la force de frappe de Samsung, de Sony, t'as 10 millions de cash derrière. Donc honnêtement, comme tu le dis, ça veut pas dire qu'ils vont cartonner, mais ils ont quand même pas mal d'atouts dans leur manche. Et en plus de ça, ils ont compris. Je pense sincèrement qu'ils ont observé tous leurs petits copains se casser les dents sur la blockchain pour essayer de faire un truc qui est plus naturel, plus organique. Ouais, on voit notamment dans leur écosystème, ils ont deux types essentiellement hein, de partenaires pour l'instant, mais c'est les plus importants en fait. Ils ont les VC, ils ont un nombre de VC Web3 impressionnant qui accompagnent leur développement et ils ont surtout énormément de solutions d'infra. Ils ont Runtime Verification, ils ont Optimism, ils ont Open Zeppelin, enfin en gros voilà, vraiment ils ont décidé que ce soit au niveau tech et financier de vraiment faire le taf. Ils ont Layer 0, ils ont Layer 3, enfin voilà, ils veulent vraiment bosser avec tout le monde. Et je pense qu'avec une bonne tech et avec des fonds, donc les VC et les boîtes qu'on appelle d'infra, je pense que ça peut le faire. Et si en plus ils arrivent à mettre de la DeFi avec du stablecoin, mais aussi des protocoles DeFi, bah ouais, effectivement, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà. Alors je sais pas s'il y a un token pour l'instant, je crois pas. Mais s'ils décident de lancer, ce qui ferait complètement sens, évidemment, bah, une crypto en fait, de gouvernance, de validation de transactions, etc. Comme le Matic ou comme ou comme le Hop de Optimism, etc. Faut voir effectivement ce que ça peut être, mais ouais, ça peut faire beaucoup de bruit. Mais on verra là aussi, hein, le plus important, vous savez, moi je répète, hein, le plus important dans une blockchain, c'est l'écosystème. C'est est-ce qu'il y a des choses qui se buildent dessus? Est-ce qu'il y a de la transaction? Est-ce qu'il y a des utilisateurs? Est-ce qu'il y a des développeurs? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a tout ça? Et en fait, c'est vrai que pour le coup, il y a des boîtes qui ont levé des centaines de millions de dollars pour faire des layers 1, des layers 2, et rien ne s'est jamais build dessus. Moi, je prends toujours l'exemple de Hedera. Ils avaient un fonds dans lequel il y avait 250 millions de dollars pour voilà permettre de financer des projets pour qu'ils viennent s'implanter sur la blockchain. Il y a quasiment rien du tout, quoi, tu vois. Donc Ouais, voilà, bien l'argent sûr. ne fait pas tout. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Non, carrément. Je me permets de rebondir Ouais, là-dessus, hein, vas-y. désolé, mais c'est un sujet qui me passionne. Ouais, au contraire. Hein. Moi, l'exemple que j'ai aussi, c'est Flow. Je pense que, enfin, Ouais. tous ceux qui sont là depuis un moment ont dû voir Flow arriver. Donc, c'est les gars de Dapper Labs qui avaient fait CryptoKitties, NBA Top Shot. Enfin bref, ils avaient toutes les cartes en main. Ils ont levé, je crois, si je dis pas de bêtises, genre 300 millions de dollars en tout et pour tout sur le cycle. Donc, c'est monumental.
Et en fait, le seul truc, c'est qu'ils ont décidé de faire un truc ultra méga fermé, où en fait, t'étais quasiment avec un wallet custodial où t'avais pas vraiment les accès, où du coup, c'était leur propre langage de programmation, leur propre infra, leur propre nœud. Enfin bref, au bout d'un moment, c'était tellement fermé que même avec 300 millions et une acquisition de clients et de créateurs absolument monumentale, ça a juste pas pris. Mais c'est même Et là, plus que ça. Regarde, là, je tombe sur un article. Et ils ont annoncé Flow EVM, ouais. en 2022 725 millions, un fonds de Ah oui, 725 millions t'as pour raison. développer leur écosystème. Bon, après voilà, les chiffres, on peut dire ce qu'on veut, personne n'a été vérifié, mais enfin, tu vois, ouais, c'est énorme. Non mais il frôlait le milliard, c'était démesuré. Et là, enfin, Et c'est une aujourd'hui, il y info a qui est. rien, il y a pas d'info, il y a Mais pas de c'est transaction, il se passe rien dessus, quoi. mais c'est pire que ça. Ils sont en train du coup de, alors pas Bene en vrac Flow, mais ils sont en train de créer Flow EVM, la version Ouais, Ethereum bah c'est ça. compatible Mais de prends Flow. l'exemple de Ternoa. Ternoa, un autre exemple avec d'autres moyens, Ouais. avec moins de moyens, ok, mais quand même, ils avaient levé 10 millions, je crois, un truc comme ça. Ils ont créé leur écosystème. Ils avaient un produit que je trouvais cool, là, tu sais, les petites capsules temporelles. Là, moi, j'aimais bien la Mm. narrative, elle était sympa, tu vois. Et finalement, mais en fait, ce qu'on a oublié, en fait, le problème, c'est que tout leur écosystème, qui était quand même une blockchain à la base, hein, tout a été résumé en fait dans cette capsule temporelle. Pour moi, c'était plus un produit qu'un réseau, tu vois. Mais bon, passons. Ouais. Et résultat des courses, aujourd'hui, il y a rien qui se passe sur Terre Noire, rien du tout. Voilà, clairement, il y a rien du tout. Et par contre, voilà, il se positionne en layer 2 Ethereum. Donc en fait, une blockchain qui réussit pas à se développer, et ben le plan B en fait, c'est de se mettre en layer 2 sur Ethereum. Mais ça, c'est intéressant, c'est un sujet dont on pourrait parler longuement parce que la réalité, c'est qu'il y a une concentration aujourd'hui des développeurs sur EVM. Donc dès que tu as un langage qui est un peu différent, bah tu as du mal à attirer des développeurs, donc forcément t'as pas de développeurs, bah t'as pas de projet, t'as pas de projet, t'as pas d'utilisateurs, puis t'as un cercle vicieux. Il y a aussi le problème avec justement les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, quand un projet va le voir et lui dire j'aimerais bien lever de l'argent, il te demande tout de suite ok mais t'es sur quelle blockchain? Bah, si on te dit que bah, si on répond on est sur Ternoa, bah non, bah, ça intéresse pas les VC, tu vois, parce que bah forcément ils doivent investir sur deux choses, la viabilité du projet et le potentiel d'adoption de la blockchain. Ça fait beaucoup Ouais, trop bien de sûr. métriques, tu vois. Ils Ouais. préfèrent aller sur un projet un peu plus léger, mais qui est au moins sur Ethereum et qui se dit allez, dans le meilleur des cas, il va réussir à attirer un peu de liquidité. Il y en a tellement. Alors que si tu es sur un écosystème qui est fermé, qui est pas interopérable, etc. Bah voilà, mais on a le même problème sur le Multiversix, hein, avec une blockchain que je connais bien évidemment, où là aussi on a un langage qui est différent, on n'est pas encore aujourd'hui EVM, même si ça tente à changer avec l'interopérabilité, etc. Mais bref, peu importe. Et donc on a du mal à attirer. Donc voilà. Donc l'argent ne fait pas tout. Ouais. Euh, ouais. C'est- J'aurais presque envie de te dire que l'argent, au final, enfin, dès que tu es un projet, tu dis, bah écoutez, je vais lancer mon layer 2, mon layer 3, ce que tu veux, mon ZK Rollup. Généralement, c'est un truc où l'argent coule relativement à flot. Et au final, je trouve que c'est un truc qui est tellement pervers parce que ça te fait des économies qui sont sous perfusion complète, justement à base de grants, où en fait, du coup, t'as plein de créateurs qui viennent parce que bah ils ont envie de gratter les quelques milliers d'euros de grants, machin. Puis en fait, dès qu'il y a plus de grants ou dès qu'ils réduisent, bah tout le monde le lâche directement parce qu'ils sont juste venus là pour gratter le billet. Et en fait, ça te fait des économies sous perfusion. Alors, les plus gros, je pense à Flow. Je pense que Flow était sous perfusion depuis le début, quasiment. Alors que c'était mort, c'était un zombie, cette blockchain. Ouais. Et le pire, c'est que, bah, évidemment, certains ont décidé d'investir leurs économies là-dedans, et certainement ils le retrouveront pas, quoi. C'est-à-dire que les VC Mhm. perdent de l'argent, ça c'est leur ratio, tu vois. Ils savent très bien quand ils investissent qu'il y a 8 fois sur 10 ils vont perdre de l'oseille. Mais le Mm. problème, c'est que ça crée des hypes artificiels. Où les gens se disent ouais mais s'il y a autant de VC qui y sont allés, c'est forcément un bon projet, mais ça n'est pas le cas, loin de là. Ça ne veut rien dire. Les VC ont de l'argent à perdre que vous n'avez pas, les gars. Donc faites attention. Bien, Sizi quand même pour finir, cher Sizi. Donc le PDG de Binance, Sizi, doit être libéré prochainement, mais l'incertitude persiste concernant l'avenir de Binance. Bien que la date de sortie ait été fixée, les tensions avec le régulateur et la pression accrue sur l'industrie des crypto-monnaies laissent planer le doute sur la trajectoire future de Binance. Bon, lui déjà, on est sûr qu'il va pas reprendre la tête de Binance, parce que là, au début, il devait être interdit de gestion chez Binance pendant 5 ans. Et là, j'ai vu que finalement, c'était peut-être à vie.
Bon. Mais effectivement, ouais. Au moins il sort, ça c'est cool, parce que je sais pas ce que vous en pensez les gars de Binance, de CZ pardon, même s'il a pas fait les choses parfaitement, ça je pense qu'on est tous convaincus. Une chose est sûre, c'est qu'il a quand même apporté énormément à l'écosystème crypto hein, depuis 2017 maintenant. Donc voilà, moi quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut arrêter de se tirer sur le CZ. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gauthier, de Sizi? Excuse-moi, j'étais bloqué sur ta blague. C'est pas moi, c'est un mec, pas un mec, c'est même pas un mec, c'est un pote qui a écrit, il faut arrêter de se tirer sur le Sizi. Et en fait, j'ai découvert la blague en la disant. Très bonne, c'est vraiment, honnêtement, je crois que je l'avais jamais faite celle-là. Bah, moi non plus. De toute façon, c'est en même temps pas très surpris. Rismousse nous fait toujours le plaisir de ce genre de jeu de mots. Tu as un avis sur Sizi, peut-être un peu plus évolué que celui de Rismousse? Alors, je t'avoue que moi, je suis toujours assez mal à l'aise avec les fondateurs comme ça qui finissent en tôle parce que, alors après, c'est une vision très personnelle, mais concrètement, autant merde, comment s'appelle le gars de FTX déjà? Ah, j'ai plus son nom là. Sam Banksman, Ah un truc voilà, comme ouais, ça. SBF, merci. Ouais, j'ai dû oublier un nom parmi les trois, mais il y a Sam, appelons-le Sam. Ouais, Sam Bankman-Fried. Ouais, Donc, Fried, voilà. donc SBF, autant bon là pour le coup c'était vraiment officiellement de la manipulation, Il fait c'était une appel, hein? escroquerie. Oh Tu sais qu'il putain. fait appel et il dit que ouais, non, en vrai, moi j'ai jamais rien fait, je suis pas d'accord. En vrai, j'ai perdu des milliards, j'ai un peu joué au con, mais c'est pas fait exprès. Bon, Il dit qu'il a eu un procès biaisé. J'aurais pu d'ailleurs en parler dans les news, mais c'est tout récent là. Et finalement, il va faire appel de son procès. Voilà, pardon, je t'ai mais coupé, mais voilà. mais quel artiste ce mec. Euh, non, mais du coup, ouais, en vrai, pour Sidi, en vrai, je trouve que symboliquement, le fait de les mettre en tôle, enfin, moi, je trouve ça totalement hors de mesure, parce que clairement, ça fait partie du peut-être du banditisme en col blanc, où même si clairement, il a sûrement pas été blanc-bleu, que il y a sûrement plein de formes de manipulation X ou Y. Pour moi, clairement, tu lui fous une amende où bon bah ça le met à genoux et même un Sidi, autant milliardaire qu'il soit, se dit putain ok c'est chaud, mais je trouve que la prison pour ce genre de cas, c'est Non, symbolique en mais fait. limite, je vais te dire, là, on est sur une question qui va même bien au-delà. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit réserver la prison aux crimes, on va dire, physiques, crimes de sang, crimes de violence, crimes de tout ça, pour éloigner justement les délinquants, les éloigner en fait de leurs potentielles victimes et de les éloigner de la société? Ou est-ce que la prison doit aussi être tout simplement en fait une punition, en l'occurrence la privation de liberté, et donc est-ce qu'elle doit s'appliquer à tous et toutes? Donc tu vois, ça va même au-delà de crypto ou d'un fondateur, mais on parle par exemple, on peut parler d'un gars qui a fait une escroquerie par exemple, tu vois, mais une vraie escroquerie, je sais pas, il a vendu un truc qui était véritablement à la fin une escroquerie, il a volé de l'argent à tout le monde. Lui, Ouais. finalement, tu lui mets une amende, tu Mm. l'interdis de gestion, mais est-ce que tu le prives de sa liberté, tu vois? Bah, moi j'ai une conviction ultra forte là-dessus. Totalement, la prison ne devrait pas être faite pour ça. Alors pour une raison très simple, c'est que j'ai des exemples même dans mon environnement personnel de gars qui étaient des tout petits délinquants, des petits escrocs voilà, du dimanche, qui sont allés en prison. Ils sont sortis, c'était des gars bodybuildés, qui avaient le bon réseau, qui connaissaient les techniques, qui savaient où s'approvisionner en armes hmm. et comment blanchir leur argent. En fait, sincèrement, la prison, c'est effectivement un endroit où on te met pour t'isoler de la société, mais en fait non, on te met dans une autre société qui est concrètement une anti-société qui sait exactement, qui t'apprend en fait, qui est une école sur comment bah, roublardiser plus fort. C'est intéressant. Et là encore, cette discussion et je l'adore. On va passer à la suite, mais elle est très intéressante parce qu'elle va bien au-delà de la crypto, etc. Elle est sociétale. Moi, je pense que s'il faut choisir, il faut évidemment privilégier l'incarcération des personnes qui menacent l'intégrité physique de la population en priorité. Et s'il reste de la place,
on met les autres, tu vois. Mais comme là, on a un système carcéral où on a déjà quasiment pas de place de prison par rapport à la demande, etc., etc. Et donc, t'as des mecs qui sont dangereux, qui sont violents, qui sont trucs et tout, qui font des dingueries, tu vois, qui eux sont dehors. Là, je me dis, voilà, on sort tous les cols blancs, on met, enfin d'ailleurs, en tout cas, les cols blancs, en gros, je parle de ceux qui font pas de délits, on va dire Ouais, enfin physiques, hein, on se les comprend bien, hein. Cardiel, les Sizi, tout ça Ouais, quoi. tous ces gens-là, ça sert à rien, tu vois. Par contre, effectivement, on les interdit de gestion. Éventuellement, on met des bracelets électroniques, ils sont obligés de rester à la maison. On bloque leur compte. Il y a pas de problème, faites tout ce que vous voulez. Mais la prison, vous réservez à des personnes qui sont dangereuses pour la société, on va dire physiquement. Donc ouais, je te rejoins pas mal là-dessus, effectivement. Euh, Là, je suis merci. complètement aligné avec toi. Et le dernier aspect, c'est très con, mais en tant que chers contribuables que nous sommes, bah, en fait, on paye aussi très cher pour tout ça. Bah oui, alors oui, non mais on est d'accord. Mais en même temps, enfin, je veux dire, on paiera autant. Enfin, tu vois, Bah non, parce que concrètement, à partir du moment où t'as pas à payer le si, parce gîte et le qu'ils seront couvert, remplacés par d'autres personnes. On est en on est en sureffectif. Donc même si tu libères quelques cols blancs, les places elles seront prises par d'autres. Donc tu non, mais paieras pas moins. aujourd'hui, ils sont à 4 par cellule. C'est juste qu'à mon avis, enfin là, je suis peut-être moins expert du domaine, mais je pense que les violeurs et les tueurs, on les laisse pas en liberté parce qu'il y a des cols blancs dedans. Donc je pense qu'ils sont quand même en prison, ils sont quand même dans les cellules, parce qu'ils sont 4 pour 2 lits, quoi. Ouais. Non, je comprends. Là, il y a Rismous qui nous dit un truc intéressant, tu vois. Ah, mais en fait, c'est pas du tout le sujet, mais c'est pas grave. Euh... il dit après il y a des gens qui se foutent en l'air après avoir perdu de l'oseille suite à une escroquerie. Alors effectivement, c'est vrai. Si à cause de ton escroquerie, on découvre qu'il y a des personnes effectivement qui ont mis fin à leur jour, etc. Bah là en fait limite, je sais plus si c'est vraiment appelé escroquerie ou est-ce que ça devient pas autre chose. Et dans ce cas-là, si tu as été à l'origine même indirectement d'un suicide, ouais là pour le coup peut-être que tu mérites de faire quand même un peu de prison. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que chaque cas est différent et que clairement, quand on met Sisi en prison, c'est évidemment pour le punir, pour donner un exemple de l'écosystème sur la lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme, etc. Et parce que et voilà, donc clairement, il y a un effet pour l'exemple. On va pas se mentir. Je crois que Complètement. personne s'est suicidé à cause d'une escroquerie de Binance.